Bienvenue dans ce nouvel épisode de la série Démystifier l'intelligence artificielle. C'est Laetitia Constantin qui vous parle, développeuse web chez Habile, diplômée d'un master en IA. Aujourd'hui, je ne suis pas avec un, mais deux invités incroyables. Guillaume Jones, CTO à Aura Medical, et Pierre Lifang, CTO à Azimut Medical. Messieurs, bonjour, merci d'être là. Bonjour. Salut Laetitia, merci beaucoup de nous accueillir. Alors, vous travaillez tous les deux dans deux startups qui combinent l'intelligence artificielle et le secteur médical. Avant de commencer, est-ce que vous pouvez vous présenter un petit peu? Quel est votre parcours? Guillaume, est-ce que tu veux commencer? Ouais. Donc, moi, c'est Guillaume Jones. Je suis franco-américain, maintenant à Montréal depuis 12 ans. Mon parcours scolaire, c'était plutôt en génie biomédical. J'ai gradué cette année avec une spécialisation en intelligence artificielle. Et maintenant, depuis 2 ans, je suis avec Aura Medical en tant que lead technique, maintenant CTO. Donc, concentré sur le développement web, la récolte de données, puis l'intelligence artificielle. Et toi, Pierre, tu travailles aussi en biomédical? Oui, alors mon nom c'est Pierre Lifang. Je suis d'origine chinoise, né en France. Et j'ai un parcours très similaire à Guillaume. On est d'ailleurs allés au même cégep, juste 1 an de différence entre nous deux. Moi, j'ai fait le génie biomédical au baccalauréat. Pas nécessairement de spécialisation. J'ai fait une transition rapide vers la maîtrise en génie mécanique où j'ai travaillé sur de la robotique pour des enfants avec des dystrophies musculaires. Et puis, j'ai rejoint Azimut Medical il y a pas loin, proche d'un an. Puis, ce qui m'a intéressé là-bas, chez Azimut Medical, c'était vraiment la mission qui était de prévenir les fractures de hanche chez les aînés. Et puis, tout ce qui est intelligence artificielle, j'en ai pas nécessairement fait durant mon baccalauréat ni ma maîtrise, mais j'ai vraiment appris sur le tas, puis avec les incubateurs. Donc, chez Azimut Medical, je suis directeur technique, je m'occupe de tout ce qui est donc la filière technique de la technologie, que ce soit au niveau du déploiement, des algorithmes d'intelligence artificielle ou du textile, essentiellement. Pour aider nos auditeurs un petit peu à vous cerner avant de rentrer dans la technique et le vif du sujet, ce serait quoi votre passe-temps favori, Pierre? Qu'est-ce que t'aimes faire en dehors de la technique? J'aime vraiment dormir ces temps-ci. Honnêtement, on dort pas beaucoup, mais sinon, quand j'ai l'énergie, je fais vraiment beaucoup de sport. Je cours beaucoup, puis je hit le gym. Tu cours dehors l'hiver à Montréal ou non? L'hiver, c'est un peu plus dur. Ouais. Ça glisse un peu, mais on court plus lentement. Okay. On s'habille plus chaudement. Ça le fait. Okay. Ça le fait. Et toi, Guillaume? Moi, je dirais que je sais que c'est pas très original pour un ingénieur, là, mais c'est l'escalade. Au bloc, au moins 1 fois par semaine, là, pour, enfin, moi, ça me plaît, puis ça me permet aussi de faire un peu de sport, là. C'est important pour l'équilibre. Finalement, 2 sportifs en plus d'être dans la technique, et c'est pas si commun que ça. Donc, maintenant qu'on vous connaît un petit peu plus, parlons des startups dans lesquelles vous travaillez. Aura Medical, d'abord, félicitations pour l'award de la startup montante de l'année que vous avez reçu la semaine dernière. Merci, bravo. Merci. Si je dis pas de bêtises, Aura Medical, vous venez appuyer le corps médical grâce à un déambulateur intelligent. Et par intelligent, je veux dire qui est doté de capteurs qui vont permettre de construire numériquement la marche d'un enfant. C'est ça? Est-ce que tu peux m'en dire un peu plus sur le produit et vos objectifs? Au niveau d'objectifs, je pense que je commencerai par ça. Aura Medical, notre mission, c'est vraiment de démocratiser l'accès à la réadaptation, c'est-à-dire les traitements pour les problèmes de la marche, les problèmes de mouvement. Donc, notre premier produit, oui, c'est un déambulateur pour enfants. Doté ou non de capteurs, on a aussi d'innovation mécanique dedans pour permettre à des enfants qui n'auraient autrement pas eu accès à des soins de mieux marcher chez eux. Et on travaille actuellement beaucoup sur les capteurs pour permettre le diagnostic et le traitement à distance. Donc, donner vraiment les yeux, puis des physiothérapeutes sur des patients, soit des enfants ou éventuellement des personnes âgées aussi, qui ne sont pas surveillés en tout temps en ce moment. Donc oui, c'est vraiment ça notre problématique, là, c'est d'aller chercher ces gens-là dans leurs environnements courants avec des capteurs pour notre premier produit, le déambulateur. Et ça, le déambulateur, c'est quelque chose qui est pris en charge par une assurance santé? Oui, donc on travaille en ce moment pour obtenir des considérations spéciales avec la RAMQ, puis également on travaille avec d'autres assurances à l'international aussi, avec nos distributeurs. Donc c'est définitivement un objectif, c'est vraiment qu'il soit entièrement remboursé. Okay. Et sinon, on cherche aussi l'aide de fondation pour les premières ventes, là, quand c'est plus dur d'avoir l'appui des assurances gouvernementales. Ok, ça marche. Et Pierre, Azimut, je crois que c'est pas totalement au même stade que Aura Medical, mais vous êtes en train de construire un prototype qui est une ceinture, là aussi qui est intelligente, capable de prévenir une chute pour une personne âgée, c'est ça? Oui, donc exactement. Azimut Medical,
la mission, c'est vraiment de prévenir les fractures de hanche chez les aînés. C'est vraiment un très gros problème mondial. Puis nous, ce qu'on fabrique, c'est vraiment une ceinture intelligente qui a pour but de prévenir la fracture de hanche à 2 niveaux. Donc, on prévient la fracture de hanche lorsqu'il y a une chute. Donc, on détecte la chute avec de l'intelligence artificielle et on va déployer notre ceinture, un peu comme un sac gonflable dans une voiture, pour mitiger, pour atténuer l'impact. Et puis, de l'autre côté, ce qu'on vise à faire aussi, c'est de prévenir la chute avant même que la personne soit tombée. Donc, c'est un peu comme aura médical, mais ce qu'on fait, c'est qu'on fait vraiment de l'analyse de la marche, puis on va voir au niveau de la stabilité de la marche s'il y a des problèmes, s'il y a des variations, et ce qu'on fait, c'est qu'on va alerter les proches aidants, on va alerter la personne qui a la ceinture, c'est ça, en amont de la chute. Ok. Et comment est venue l'idée de faire une ceinture comme ça? Oui, c'est une très bonne question. L'idée n'est pas venue de moi. L'idée est venue de Maxime Bolduc, qui est le président-directeur général d'Azimut Médical. Et c'est une histoire vraiment personnelle. C'est que sa grand-mère, elle s'est enfargée à la maison, elle est tombée et elle s'est fracturée la hanche. Et ce qui s'est passé, c'est qu'elle est restée allongée pendant plus de 5 heures à la maison avant qu'elle se fasse retrouver. Et puis, suite à ce problème, Maxime a décidé d'essayer de trouver une solution pour que sa grand-mère ne subisse plus une fracture de hanche, sauf qu'il n'en trouvait pas ici au Canada. Et puis, de là est partie son aventure, et puis de là est venue l'idée de créer Azimut Médical pour justement que ça n'arrive plus à sa grand-mère et ni aux grands-parents, à personne d'autre. C'est une belle cause. Et pour Aura, pareil, l'idée, elle est venue d'où à la base? Donc, encore une fois, moi, j'ai rejoint l'équipe un petit peu après la fondation, donc je pourrais pas dire que c'était mon idée au départ. C'était l'idée, en fait, de Louis puis Sarah, les 2 cofondateurs. Sarah, elle était en physiothérapie avant. Elle a complété un bac dans le domaine et elle a réalisé qu'il manquait beaucoup d'outils pour vraiment donner des soins efficaces. Elle trouvait que ces heures qu'elle passait dans ses stages n'étaient pas vraiment efficaces. Les patients les voyaient 1 fois par semaine au plus, puis après ils revenaient chez eux puis ils bougeaient pas. Du côté de Louis, c'est son cousin qui fait de la dystrophie musculaire et qui a besoin d'aide en fait pour ça, son quotidien. Et donc ils se sont alliés ensemble pour d'abord améliorer l'offre de produits mécaniques avant de réaliser vraiment qu'il y avait plus de gens qui seraient aidés par des solutions connectées. Donc ouais. Ah, c'est beau. Au final, tu te dis, ça existe pas sur le marché, je vais le créer et je vais aider mes proches. Donc c'est vraiment bien. Tous les deux, vous êtes CTO, vous avez rejoint l'aventure après, et donc CTO, directeur des technologies. Et c'est quoi votre rôle? C'est quoi votre travail de tous les jours, une journée type par exemple? Je pense qu'il y a beaucoup de missions différentes, donc. Ouais, dans une startup, un peu comme pour beaucoup de postes, le poste CTO occupe plusieurs rôles. L'objectif principal, c'est de définir puis ensuite d'accomplir les objectifs techniques de l'entreprise. Donc, une partie de mon travail, c'est aussi de se projeter en l'avenir, voir c'est quoi nos prochains produits qu'on peut ensuite essayer d'aller récolter les fonds en subvention ou en investissement pour accomplir. Et de l'autre côté, il y a beaucoup de travail sur juste la gestion puis la création de la technologie. Donc, chez nous, on a des équipes en mécanique, électronique et logiciel. Et oui, tout le monde doit mettre un peu la main à la pâte, là. Je travaille aussi directement sur le code quand il faut pour livrer ce qu'on a promis. Ok. Chez Azimut Médical, c'est quand même assez similaire, je dirais. Peut-être un aspect que Guillaume a pas nécessairement touché, c'est le recrutement du talent. Ça, c'est en start-up surtout, là, c'est quelque chose qu'on regarde souvent. On n'a pas nécessairement les fonds quand on commence pour engager du monde à temps plein. Donc, on se tourne plutôt vers des étudiants pour leur permettre à eux d'effectuer un stage chez nous, mais aussi pour nous d'avoir du talent, de recruter du talent. Et donc, la plupart du temps, au moins 1 fois par semestre, on s'assoit puis on écrit des comment on appelle ça, là? Des descriptions de tâches. On écrit des descriptions de tâches, puis on va passer des entrevues. On écrit aussi beaucoup de demandes de subventions, que ce soit pour des projets de recherche ou pour gagner certaines bourses par-ci par-là. Puis sinon, au niveau technique, quand on y rentre dedans, chez nous, c'est similaire à Aura Médical. Donc, on a tout ce qui est électronique, on a tout ce qui est mécanique pour le déploiement. Puis on a aussi la partie logicielle. Mais on a également la filière textile, qui est honnêtement
tout un autre monde, je vais vous dire. Moi, au début, je croyais que tout ce qu'on faisait, c'est on prenait 2 pièces de vêtements puis on faisait de la couture à la machine. Ce n'est pas ça, mais c'est ça. Donc quelque chose qui est super comment dire, pour pas utiliser le mot cool, j'aimerais ça utiliser un autre mot, mais je sais pas c'est quoi le mot, mais le mot pour moi ça va être cool. Okay. Ce qui est super cool, c'est que on en découvre vraiment beaucoup, puis on en découvre beaucoup sur nous-mêmes aussi à travers notre poste. Au moins c'est diversifié. Vous vous ennuyez pas quoi, là pour le coup. Ah, pas du tout. On va rentrer un petit peu plus dans le vif du sujet, c'est-à-dire l'intelligence artificielle. Pour faire fonctionner une IA, il vous faut des données. Et ce qui est intéressant ici, c'est que vos appareils, donc le déambulateur et la ceinture, collectent toutes les deux des données à partir de capteurs. Et c'est quoi les données que vous récupérez et pourquoi? Est-ce qu'elles sont différentes? Parce que finalement, vous êtes un petit peu tous les deux dans la marche, mais peut-être que c'est pas les mêmes données. Ouais, donc chez nous, ce qui est intéressant, c'est que on porte un vêtement je vais dire qu'il ressemble à une culotte. Ce n'est pas nécessairement ça, mais ça ressemble à un sous-vêtement quand tu veux faire du ski, tu sais. C'est comme une couche que tu portes par-dessus tes culottes, tes bobettes, mais en dessous de tes pantalons. Et donc, ça fait que c'est un vêtement qui bouge vraiment avec ton corps, qui suit ton corps. Et donc, à partir de ça, c'est un avantage pour nous parce que on est capable de mettre des capteurs à des endroits spécifiques sur le corps pour être capable de répliquer cette marche. C'était quoi la question déjà? Les données que tu utilises, pourquoi? Oui. Genre, je sais pas si c'est des capteurs, tu vas prendre la vitesse, la hauteur, la marche. C'est quoi finalement récupérer des données d'une marche? Ok, c'est ça. Donc, c'est ça. Donc, nous, on utilise des capteurs qui sont des centrales inertielles, ce qui est vraiment beaucoup utilisé dans l'industrie au niveau de l'analyse de mouvement. Puis, c'est ça. L'avantage, c'était vraiment parce qu'on a un vêtement qui est vraiment sur le corps. C'est pas mal ça, ma réponse à la question. Ok. Je crois. Ouais, nous, au niveau des capteurs, on a choisi des capteurs en fonction de ce qu'on voulait prédire avec notre IA, avec nos données. Et pour ça, on a eu l'avantage qu'on a pu se fier sur qu'est-ce qui se passe dans la réalité, dans le domaine. Donc, notamment, on a en fait regardé ce qui se passait dans les séances de physiothérapie actuelles et comment les thérapeutes utilisaient leurs mains puis leurs yeux pour diagnostiquer et traiter les enfants. Donc, eux, ils font beaucoup d'analyses, soit de vitesse de marche, distance de marche, donc à quel point l'enfant peut marcher loin en 6 minutes ou à quel point il peut rapidement marcher 100 mètres. Et ils font aussi du soutien direct sur l'enfant, donc ils prennent l'enfant puis ils essaient de le faire marcher, voir à quel point son bassin est déséquilibré, à quel point il est bas ou il peut se remonter à sa pleine hauteur. Donc nous, quand on a choisi nos capteurs, on a essayé de répliquer ces différentes métriques. Donc on a mis des capteurs de vitesse dans les roues pour ce qui est tout ce qui est l'aspect distance, vitesse de marche. On a mis un capteur de hauteur dans notre déambulateur pour voir à quel point l'enfant est haut ou pas dans ses jambes, voir quand son bassin baisse, parce que ça peut être un indicateur important de fatigue. Et on a aussi mis une centrale inertielle IMU directement sur le harnais. On a l'avantage que l'enfant est toujours cerné par notre harnais, donc on sait qu'en mettant un capteur dessus, on va être au niveau du bassin de l'enfant. Et cette donnée-là nous permet d'aller chercher le mouvement du bassin, puis son accélération qui était ce que les thérapeutes allaient chercher avec leurs mains sur le bassin de l'enfant avant. Donc on a vraiment essayé de recréer avec nos capteurs les données qu'on pense avoir besoin pour prédire comme un thérapeute en fait. Et ces données-là, vous les traitez, je suppose, il y a une passe obligatoire nettoyage avant de pouvoir les donner à un modèle. Est-ce que c'est quelque chose d'assez similaire entre vous ou non, pas tant que ça? Parce que dans la chute, c'est plutôt de la vitesse, il faut être capable de prédire la chute avant qu'elle survienne, mais si tu commences à te baisser, ce que tu me disais en off, c'est que t'as un point de non-retour et ça, faut le calculer super vite, alors que aura médical, c'est plus dans le temps pour être capable de prédire où est-ce qu'on va travailler des améliorations. Donc je suppose que c'est pas tout à fait le même processus, alors que les capteurs sont un petit peu similaires. Donc oui, c'est vraiment important de traiter les données, mais avant le traitement des données, ce qui est le plus important, c'est d'avoir des bonnes données. Donc d'avoir les capteurs aux endroits pertinents, ça facilite vraiment plus la tâche pour notre algorithme de détection de chute, donc de descente de chute. Puis comme on l'a dit, si une chute, ça se produit dans l'espace de 300 millisecondes à 800 millisecondes, ce qui est super rapide. Et donc, pour que notre algorithme aille vite, le traitement des données aussi doit être rapide. Donc, on utilise des filtres vraiment simples. Et puis, on utilise des filtres vraiment simples qui prennent une puissance de calcul qui est, disons, pas triviale, mais pas trop élevée. C'est pas mal ça que j'ai à dire.
De notre côté, un problème qu'on avait constaté, surtout avec les séances de récolte de données, c'était que la réalité n'est pas exactement comme la théorie, dans le sens où même avec nos propres gens qui supervisaient les séances, on pouvait avoir des moments où on avait gardé la séance en récolte de données même quand l'enfant se faisait enlever du harnais, ou l'enfant était en train de se faire pousser comme soutenu, puis ensuite il a marché plus loin. Donc un enjeu important pour nous, c'est d'identifier les moments où ce que l'enfant marchait réellement pour l'isoler dans nos données. Donc on s'est fié beaucoup à, mettons, le capteur de vitesse, est-ce qu'il est en mouvement ou pas, l'orientation, est-ce qu'elle bouge ou pas, donc est-ce qu'il y a un enfant dans le harnais ou non, pour éliminer ces données-là. On fait aussi du filtre, un peu de filtrage sur des outliers, pour avoir des petits points qui sont erronés là-dessus. Et après, ça nous donne en fait comme des données nettoyées en série temporelle qu'on peut donner à notre modèle presque directement. Là, on fait pas beaucoup d'autres processing après ça. Donc les séries temporelles, là que tu me disais, en général, c'est beaucoup de données quand même. Donc je suppose qu'ils font un modèle qui soit bien performant. Et dans les deux cas, je crois que vous travaillez avec des réseaux de neurones profonds. Le modèle, c'est quoi que vous utilisez? Est-ce que c'est LSTM, non? Ou autre chose? Pour nous, oui. Ouais. Ok, c'est intéressant, c'est cool à savoir. Dans la littérature, ça diffère vraiment beaucoup parce que, comme je dis, c'est des considérations, je pense, qui sont différentes. Là, nous, l'aspect qui était vraiment important pour le premier algorithme qui est la détection de chute, c'était vraiment la vitesse de l'algorithme. Et puis, la littérature utilise soit des support vector machines ou des réseaux de neurones. Ouais. Il y a du monde dans la littérature qui ont utilisé des LSTM, mais on s'est dit qu'on allait commencer avec des algorithmes qui sont plus simples un peu. Okay. Puis pour le moment, les réseaux de neurones, ça fonctionne bien, mais on s'entend, on est dans des preuves de concept, on fait du prototypage. C'est vraiment différent qu'un produit qui est fini. Donc c'est ça. Ok. Et vous êtes toujours un petit peu dans le prototypage ou non? Vous diriez que c'est quand même bien plus avancé? Au niveau de l'IA, c'est encore beaucoup de recherche-développement, je dirais. Et oui, pour détection de chute, il y a beaucoup d'algorithmes que j'avais vus qui sont pas nécessairement avec des modèles de neurones hyper complexes, là. Surtout quand vous avez des bonnes données pour différencier les chutes et non-chutes. Ouais. Donc oui, de notre côté, c'est beaucoup de développement là-dessus. Et si vous avez choisi LSTM, c'est parce que c'est celui qui montre le meilleur résultat ou il y a autre chose derrière? À date, c'est le meilleur résultat. Nous, on a quand même des assez longues séances. Là. Ça peut être plusieurs minutes, voire dizaines de minutes. Et quand on coupe ça en petites fenêtres, puis on donne ça à notre LSTM, c'est qui performe le mieux. Je sais pas si tu voulais une explication sur les LSTM là-dessus. Allez, vas-y. Ça pourrait tu peux expliquer. Donc, les LSTM, en fait, c'est un type de réseau de neurones récurrent et ils sont spécialisés en fait, analyser des données qu'on fournit une après l'autre. Donc, le LSTM garde une certaine mémoire de son état puis de la donnée précédente et utilise ça pour mieux interpréter la prochaine donnée qui est donnée. Donc, par rapport à des réseaux de neurones normaux où il faut un peu tout donner d'un coup, ça nous permet de donner des séries temporelles un point à la fois et que le LSTM comprenne un peu la structure dans le temps de ces données-là. Donc, ça donne pour nous, ça donne les meilleurs résultats pour ces séances qui peuvent être assez longues, donner un résultat sur en tout cas, ce qu'on voulait prédire dans la séance avec LSTM. Oui, effectivement, ça fait du sens. Si ça garde un peu en mémoire et puis analyser la durée de la marche, c'est un des modèles qui est peut-être le plus adapté par rapport à d'autres. C'est ça. Est-ce qu'on peut rajouter à ça, en fait? Ouais. Ouais, je pense que c'est quelque chose d'important. On parle beaucoup de précision de notre algorithme, puis nous, de la vitesse de l'algorithme, mais ce qui est important à comprendre, c'est au niveau des affaires, au niveau business, c'est quoi la proposition de valeur que tu donnes à tes clients. Puis, dans le fond, quand tu penses de cette façon, est-ce que c'est vraiment que tu veux l'algorithme le plus performant ou tu veux juste un algorithme qui fonctionne bien? Ça, c'est quelque chose on s'est fait questionner beaucoup là-dessus. Tu sais, on n'arrête pas de dire, on veut avoir 95-99% de précision. Puis, nos mentors nous disent tout le temps, ouais, mais si t'as 75% de précision, puis que t'arrives à sauver, mettons, une fracture de hanche sur 3, t'en as sauvé une sur 3. Tandis que s'ils ont pas ton produit en ce moment, toutes les fractures de hanche qui se produisent, elles se produisent, hein. Donc, c'est aussi un élément à penser, surtout pour du monde qui commence en startup. Ton but, c'est pas nécessairement d'avoir la meilleure précision. Ton but, c'est vraiment d'aller voir si ta proposition de valeur est satisfaisante pour le marché. Ok. Ouais. Et tu veux ajouter quelque chose? Je veux dire, oui, surtout au départ,
les modèles plus complexes nécessitent plus de données, puis peuvent être parfois moins fiables sur des cas extrêmes. Donc oui, aussi au départ, c'est important pour nous de voir que les modèles plus simples avant de progresser aux modèles plus complexes. Ouais. Ça noté, là, c'est pas ton modèle final, là. Ouais, c'est plus pour dire, tu sais, c'est de donner une proposition de valeur dès le début, le plus vite possible, dans le fond. Oui. Puis l'essentiel d'une IA aussi, c'est qu'elle va pouvoir continuer à apprendre derrière. Exact. Donc si tu commences au 75, peut-être que dans un an, tu finiras à 85. Exact. Imagine, tu commences à 98, comment tu veux aller. Tu sais, c'est dur de dire que, ben là, on est rendu à 99 versus quand tu commences plus bas, tu sais. Monter, c'est quand même assez plus facile. C'est substantiellement plus facile. La marge de progression est plus large, quoi. C'est ça. Carrément. Et, dans le domaine de la santé, là, c'est quelque chose qui est long, non, je pense, pour commercialiser un produit. Il y a des essais cliniques, il faut que ce soit convaincant. Et sachant que l'IA, elle fait partie intégrante de vos produits, est-ce qu'il faut prouver que l'intelligence artificielle, là, elle fonctionne bien? Est-ce qu'il faut dire, j'ai confiance? Est-ce qu'il y a des métriques? Est-ce qu'on efface cette partie un peu plus boîte noire qu'on connaît de l'intelligence artificielle pour expliquer et convaincre, de dire aux essais cliniques, non, en fait, l'IA, si là, elle te fait 75%, elle te fera toujours 75%, tu vas pas avoir une baisse à 60%, bizarrement, tu vois. Ça se passe comment à ce niveau-là? Je pense que je laisserai la parole à Guillaume pour ça au début. Je vais rajouter après. Donc moi, j'ai fait mal de recherches sur qu'est-ce qui est possible avec la FDA ou Santé Canada, qui sont comme les agences principales qu'on cible pour la commercialisation. Et un facteur qui est ressorti, c'est que le risque du produit est quand même important. Genre, ils sont pas trop carrés, ils comprennent vraiment un produit plus risqué doit être plus validé qu'un produit moins risqué. Donc, une manière de jouer là-dessus, c'est d'essayer de prédire des choses plus simples ou sur lesquelles tu as des meilleurs résultats, et ensuite progressivement introduire des trucs plus complexes dans le produit une fois qu'il est sur le marché. Par exemple, si demain j'essaie d'annoncer un produit qui va prédire le programme d'entraînement d'un enfant sur 1 an, ça serait très complexe. Il faudrait valider ça avec des études sur 1 an, et il faudrait être sûr qu'il n'y a pas d'erreur dans cet immense output, et ça serait difficile à justifier auprès d'autorités réglementaires. Mais si je sors un produit au départ qui fait simplement dire si l'enfant devrait marcher plus ou moins la semaine prochaine, déjà tu réduis la complexité, tu réduis le risque aussi que le clinicien interprète mal les résultats, et ça peut mieux passer au niveau de la commercialisation. Donc vraiment, souvent ils recommandent de commencer petit, puis ensuite l'améliorer. Il y a aussi une manière d'améliorer en rachetant d'autres données ou en peaufinant l'algorithme. Tu peux ensuite sortir une nouvelle version aussi auprès d'agences réglementaires sans trop de problèmes. Ils ont mis en place des frameworks pour les intelligences artificielles là-dessus. Ok. Ouais. Pierre, tu veux ajouter quelque chose? Ouais, mais je me demande si j'ai peur de m'aventurer là-dedans, parce que honnêtement dit, même si, tu sais, on a participé à de multiples, comment tu dis ça, des lunch and learn, disons, là, avec la FDA puis Santé Canada, il me semble que quand ton produit tombe sur le marché, tu peux plus changer ton modèle. Donc Santé Canada sont moins bons là-dessus, mais la FDA avait sorti en fait une guidance spécifique par rapport à l'amélioration de l'IA. Il faut être en mesure de prouver que ça réduit pas la performance. C'est ça. Mais si tu prouves que ça l'améliore, ça va augmenter ton dataset par exemple, ils sont plus ouverts à l'approuver relativement rapidement. Puis de ce que j'avais entendu, c'est quoi que j'allais dire? J'ai complètement oublié ce que j'ai space out. Donc il y avait cette question par rapport. Mais c'est aussi que est-ce que j'ai pas l'impression qu'ils ont des règles aussi bien établies que, par exemple, pour la classification d'instruments médicaux. Moi, de ce que j'ai trouvé, c'est qu'ils ont comme tu dis, des guidelines, des bonnes pratiques. C'est pas mal ça que j'ai vu. Ouais, c'est encore un domaine relativement nouveau, là, donc je voudrais pas dire c'est sûr que ton produit embarque sur le marché s'il est dans telle catégorie, puis exact. C'est beaucoup basé aussi sur, comme j'ai dit, le risque, là. Donc si, par exemple, pour vous, je pense que l'important c'est de pas enclencher le airbag. Ça c'est vraiment l'important, mais ils vont moins regarder peut-être l'aspect de oublier de déclencher, dans le sens où déjà comme tu dis, déjà si t'enlèves la moitié des chutes, ou tu protèges la moitié des chutes, ils vont voir ça comme une amélioration sur ce qui se passe en ce moment. Ouais. Mais oui, ça va être très basé sur chaque produit. Je vais pas m'aventurer plus que ça. Ça marche. Et là, si tu déposes ton brevet ou des essais cliniques qui sont validés pour le déambulateur, si demain tu te dis je vais faire évoluer le produit et ça pourrait marcher pour des gens qui sont avec une béquille ou avec une canne, est-ce que ce serait quelque chose de
totalement nouveau ou est-ce que c'est même carrément pas faisable avec les modèles actuels de l'IA qui est utilisé? Ça se passerait comment là, tu vois, est-ce que c'est envisagé par Aura Médical d'aller dans ce sens-là aussi ou pas du tout? Ouais, ben, je pense pour clarifier au départ, en ce moment, on le vend vraiment avec le déambulateur puis les capteurs éventuellement, pour montrer les données directes aux cliniciens. Donc, on n'a pas encore l'aspect intelligence artificielle sur le produit. Mais si on était pour le commercialiser, les séries de données qu'on a récoltées pour les enfants seront pas applicables, par exemple, pour les adultes avec des cannes. Il faudra récolter d'autres séries de données sur ces appareils-là. Mais en ce moment, on investigue sur comment transférer les capteurs qu'on a sur d'autres produits, parce qu'on a réalisé que les déambulateurs, c'est un certain marché. Mais pour vraiment répandre le plus, ces capteurs-là, les démocratiser le plus, agrandir l'accès à ces données-là, il fallait qu'on soit aussi sur les autres produits de réadaptation, sinon on n'allait pas chercher toute la population. Donc oui, on travaille activement sur les cannes béquilles et marchettes pour adultes. Ça marche. Et pareil, je me posais une question au niveau de la ceinture où, pour l'instant, c'est pour les personnes âgées, mais est-ce que c'est quelque chose qui pourrait être envisageable pour les sports de riding, tu sais, genre le BMX, le skate, le roller, là où tu fais des chutes quand même régulièrement. Oui. Ça pourrait s'adapter aussi? C'est sûr que dans le fond, c'est que c'est deux marchés différents. Mais c'est une technologie qui pourrait se transposer très facilement à une autre industrie. Je pense que pour nous, puis d'ailleurs, c'est quelque chose, c'est un aspect que beaucoup, encore une fois, de mentors puis d'investisseurs nous ont posé. Est-ce que ta technologie pourrait se répliquer dans d'autres industries? On dit toujours oui, sauf que ce qu'il faut qu'on pense, c'est que c'est encore une pensée plus des affaires. Une fracture de hanche, ça coûte au système de santé proche de 60 000 $ au Canada, 200 000 $ aux États-Unis, 200 000 $ US. C'est donc un coût vraiment, vraiment élevé. Puis aux États-Unis, c'est les assurances privées qui vont payer pour ça. Donc, c'est la raison pour laquelle on se concentre sur le marché des personnes âgées, parce que c'est vraiment un problème pour le système de santé aussi. Et moi, je trouve ça vraiment impressionnant aussi d'un point de vue humain. Ça peut vraiment changer des vies, pas avoir une fracture ou au moins pas se ramasser à l'hôpital. Ouais. Donc ouais, ce côté humain-là, je vois aussi pourquoi vous poussez beaucoup là-dessus. C'est ça. Ben, dans le fond, pour donner des statistiques, peut-être, là, c'est quand même assez choquant. Les personnes âgées qui se fracturent la hanche, 50% d'entre eux ne marcheront plus jamais de la même façon qu'avant. Puis de ce 50%, il y en a 50% qui vont mourir un an après. Là, faut vraiment pas que les personnes âgées écoutent ce podcast parce que ça va leur faire vraiment peur, mais tu sais, c'est que suite à une fracture de hanche, il y a 25% de chance du décès. Puis c'est vraiment malheureux. C'est énorme, c'est des stats qui sont ultra élevés quand même. Oui, vraiment. Et ça, c'est une stat mondiale ou c'est une stat Canada? C'est une très bonne question. Je ne vais pas... je peux pas répondre à... C'est que je veux pas dire n'importe quoi. Ça marche. Ouais. Ok. Alors, il nous reste plus beaucoup de temps, donc on va aller sur la fin de mes petites questions. C'est quoi le plus gros frein que vous avez pu rencontrer là dans cette aventure de start-up, d'IA, de CTO? De mon côté, je dirais que le plus grand défi qu'on a eu, c'est d'essayer de comprendre les limites de la technologie sur un budget restreint. Donc, apprendre rapidement, c'est vraiment notre plus grand défi. Par exemple, au départ, on avait des capteurs de force qu'on a passé pas mal de temps à essayer d'intégrer dans notre harnais. Et au final, on a réalisé que c'était pas des très bonnes données parce que ça variait beaucoup en fonction de comment l'enfant était placé et qu'ils avaient pas une très bonne sensibilité au mouvement. Donc tout ça, ça a été quand même pas mal de développement mis dans ces capteurs-là qu'on a dû ensuite mettre de côté. Et ça arrivait aussi avec d'autres capteurs qu'on a retravaillé. Au niveau des modèles d'intelligence artificielle, il y a eu beaucoup de travail pour trouver c'est quel modèle qui performe le mieux. Donc, pour nous, c'est d'essayer d'apprendre c'est quoi les limites de la technologie, puis qu'est-ce qu'on est capable de faire, c'est quoi les meilleurs moyens de le faire, tout en ne pas dépensant des centaines de milliers de dollars sur des projets qui allaient ensuite pas aboutir. Je pense au niveau technique, ça c'était notre plus grand défi. Okay. Je pense qu'au niveau de l'intelligence artificielle, par exemple, on a vraiment un bel avantage à Montréal. Il y a vraiment un bel écosystème au niveau du support puis de la recherche et développement en intelligence artificielle à Montréal. Puis je pense que n'importe qui commence une startup qui est liée à ça, vous êtes vraiment au bon endroit ici, là, à Montréal. Ouais, Montréal met beaucoup de ressources pour l'intelligence artificielle. C'est vrai.
J'ai pu en croiser quelques-unes, des bonnes ressources, des incubateurs, il y a de quoi sur le marché. Ce serait quoi votre prochain défi? En IA spécifiquement? Non, pas forcément. Parce qu'on a pas mal de défis, nous, à court terme au niveau de production, capteur, tout ça, mais j'avais des trucs intéressants que j'ai ressortis sur l'IA, en tout cas, qui pourraient être intéressants à partager. Vas-y, partage. On a fait de la recherche littérature avant d'embarquer dans nos projets d'IA pour voir un peu ce qui était possible. Et un truc qui m'est vraiment ressorti, c'était une étude faite en 2021 sur 82 aînés qui avaient eu une chirurgie au genou. Ils avaient passé des accéléromètres sur les aînés avant la chirurgie et ensuite ils sont venus les voir 3 mois après la chirurgie pour voir si ça avait impacté positivement ou n'avait pas vraiment aidé leur mobilité. Et ils ont réussi à prédire avec 76% de accuracy si la chirurgie aurait été bénéfique ou non avec les données avant l'opération. Donc pour nous, ça c'était vraiment un truc qui m'a sorti à l'œil comme ok, il y a vraiment plein de chirurgies inutiles qui se font et qu'on pourrait savoir si elles sont utiles ou pas un peu avec les données qu'on avait à l'avance et donc pour nous le défi qui s'en vient sur la prochaine année, c'est d'essayer de transférer nos capteurs sur cette immense population d'aînés puis de voir ce qu'on peut ressortir comme modèle qui serait utile dans leur jour le jour là, donc des données qui seraient utiles pour leur médecin, des modèles d'intelligence artificielle qui permettraient d'avoir moins de chirurgie ou des meilleures chirurgies et ce genre de essayer de vraiment trouver la proposition de valeur qu'on peut offrir dans cet immense bassin de personnes qui ont des problèmes de mobilité partout dans le monde. Ok, ouais. C'est un beau défi. Pierre? Ouais. Ben, je pense que nous, notre défi, c'est un peu moins compliqué, là. C'est vraiment juste d'aller valider, ben, c'est ça, notre proposition de valeur, de voir si, ce qu'on offre, c'est quelque chose que les résidences pour personnes âgées, les hôpitaux, les maisons de retraite, c'est quelque chose qui les intéresse puis qu'ils veulent vraiment, parce que souvent, ce qui se passe, c'est que nous, on pense qu'on développe une technologie que la clientèle va vouloir, mais est-ce que c'est vraiment ce qu'ils veulent? Est-ce que c'est vraiment le modèle d'affaires qu'ils veulent? Ça, c'est vraiment un point crucial qu'on veut aller valider le plus rapidement possible. Je dirais que ce serait ça le plus gros défi en ce moment. Ok, c'est important effectivement. Puis tu peux pas arriver sur le marché puis finalement pas s'intéresser plus les gens parce que ça leur convient pas. Mais il faut garder en tête aussi, tu sais, comme Aura Médical, ils sont quand même un peu plus avancés que nous, donc on a quand même des défis qui sont, je dirais, différents là. Ben, peut-être que vos défis actuels, finalement, c'était les défis d'Aura Médical il y a peut-être 6 mois. Hein? Oui. Ben, on a eu beaucoup de validations à faire aussi sur notre marché, puis on continue à en faire au niveau des enfants puis notre déambulateur. C'est sûr que moi, ce qui me garde en tête en ce moment, c'est l'avenir, mais il y a encore beaucoup de défis sur le rentrer dans le marché avec déambulateurs partout dans le monde. On n'a pas encore vendu une quantité immense parce qu'on est encore au début. Donc oui, je dirais qu'on a des problématiques similaires aussi, mais... Ça marche. Ouais. Et pour terminer, un peu plus tôt, là, vous parliez de l'aspect recrutement. Est-ce que vous recrutez dans vos boîtes respectives? Je pense que la réponse est vraiment simple, c'est toujours oui. Alors, quels sont les profils que vous recrutez? Tu veux, je peux y aller en premier? Nous, on recrute du monde qui s'intéresse à tout ce qui est essai clinique, du monde qui veulent nous aider à bâtir tout ce qui est front-end, back-end, d'applications, applications mobiles, applications web. On cherche toujours des experts en intelligence artificielle, quoi qu'on en a quand même quelques-uns, surtout grâce à mon professeur de recherche. Puis c'est pas mal ça. Je dirais que c'est pas mal ça pour le moment, le monde qu'on cherche au niveau technique. Ok, parce qu'il y a encore d'autres mondes pas au niveau technique? Ouais, c'est comme 2 filières différentes, là, le monde des affaires puis le monde technique. Donc je vais pas me prononcer au niveau des affaires parce que je suis pas l'expert là-dedans. Ça marche. Pour Aura Médical, on chercherait en front-end puis en back-end surtout pour essayer de améliorer puis commercialiser notre plateforme, donc la partie données, notre produit. Ok. Et éventuellement en intelligence artificielle aussi, enfin un data scientist, ce serait peut-être plus tard dans l'année prochaine. Ok. Donc, ça marche. Et c'est quoi les technos de dev que vous utilisez présentement dans les startups? Nous, c'est React Native pour l'application mobile, puis React avec Next pour le web. Et en back-end, on utilise un back-end hosté en fait comme fourni comme un service par MongoDB. Ça marche. En ce moment, on n'a pas nécessairement d'application pour les clients. On a regardé Flutter, je pense. Puis je pense que c'est une alternative qui a l'air quand même assez intéressante. Ouais. Base de données, je pense qu'on utilise aussi Mongo.
MongoDB, puis tout ce qui est intelligence artificielle, je pense qu'on utilise, en tout cas, on utilise TensorFlow, le TensorFlow Lite, entre autres, parce que ça permet le déploiement sur les microcontrôleurs. Okay. Ouais. Ah, ça, c'est intéressant. Oui, parce que vous, c'est en temps réel. Ouais, c'est en temps réel, donc il faut que ça soit déployé. Ouais, c'est quelque chose qu'on n'a pas abordé, mais notre algorithme qui est déployé sur nos appareils, puis pas sur le cloud, nécessairement sur le nuage. Nous, c'est des gros modèles sur PyTorch qui pourraient jamais rouler sur un microprocesseur. Ouais, c'est donc ça. Je vois aussi d'où ça vient avec les modèles plus simples tout à l'heure. Ouais, c'est ça. C'est pour ça que je parlais de modèles simples puis de puissance de calcul. C'est ça. Ouais, c'est bon à savoir. Mais merci beaucoup, Pierre et Guillaume. Merci à toi. Votre venue puis toutes ces superbes explications. Nous espérons que ce deuxième épisode vous aura plu et tout commentaire sera le bienvenu. N'hésitez pas à partager ce podcast autour de vous, aux personnes curieuses de découvrir comment l'intelligence artificielle est utilisée aujourd'hui. Merci beaucoup et à bientôt. Merci.